Donc on va commencer la seconde session. Donc je passe la parole à Enzo qui a organisé tout ça avec Marie. Merci. Donc bonjour à tous. Je pense que pour la plupart, on s'est déjà vu la semaine dernière où on avait déjà présenté les 4 premiers challenges de cette saison 2024. Aujourd'hui, on va présenter les 4 suivants, les 4 derniers. Donc juste pour rappeler, donc cette saison on a bien 8 challenges, donc un peu moins que les années précédentes, mais avec des thématiques assez variées. Aujourd'hui on aura un challenge dans le domaine du sport qui nous sera présenté notamment au milieu de challenges en énergie, transport, finance, avec des thématiques également assez variées comme vous avez pu voir ça la semaine dernière. Avant de commencer les présentations, je tiens rapidement à remercier particulièrement aujourd'hui Thibaut et Étienne pour les bêta-tests de ces challenges et le travail que ça a demandé. Donc merci à vous. Et je tiens également à remercier les entreprises qui reviennent pour la 2e ou 3e fois pour certaines, comme QRT et SLB qui nous reviennent cette année. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Anne de Molinaire pour Enedis qui va nous présenter le premier challenge. Bonjour à tous, je suis très contente d'être ici. Donc, je suis Anne de Molinaire, je suis Data Scientist à Enedis. Et là, je vais vous présenter un challenge où l'objectif, c'est de prédire à des mailles locales, donc pour différentes zones en France, les pertes énergétiques. On va voir à quoi ça va servir. Ok. Donc, petite introduction sur Enedis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, on est le réseau de distribution en France, le principal réseau de distribution d'électricité en France. Donc, pour simplifier, vous avez la production, la fourniture. Entre deux, il y a des tuyaux. Les gros tuyaux, c'est RTE, donc c'est le transporteur. Et nous, on est les petits tuyaux, donc on amène l'électricité des postes sources de RTE vers les maisons des gens, les entreprises. Et aussi, on raccorde les producteurs. Donc, on est une entreprise de service public, on est dans le domaine régulé, contrairement à la production et à la consommation, à la fourniture d'électricité qui sont du coup dans le domaine concurrentiel. Notre mission première, c'est d'exploiter et moderniser le réseau, donc faire en sorte que tout le monde ait de l'électricité tout le temps, de réparer quand il y a des coupures, par exemple par rapport aux tempêtes, etc. Et de faire ça de manière optimisée, donc en minimisant les coûts, en essayant d'avoir le réseau le plus moderne possible. En ce moment, un de nos gros enjeux, c'est la transition écologique qu'on se doit de favoriser. Donc, ça va être raccorder les producteurs et permettre l'intégration des véhicules électriques sur le réseau. Et aussi, on va être un partenaire des territoires, des collectivités, en donnant des informations sur la transition énergétique, sur les consommations, les productions d'électricité partout en France. Donc, pour faire ça, on a besoin de data et forcément d'IA et d'algorithmes derrière. En fait, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on fait de la data Enedis, enfin qu'on fait beaucoup plus de data Enedis, notamment avec l'arrivée des compteurs communicants Linky, dont vous avez certainement entendu parler. On est le premier IoT de France, en fait, Enedis. Pourquoi? Parce qu'on a 37 millions d'objets communicants, les compteurs. Et du coup, toutes les données, on les traite, on les stocke, et après, on essaye d'en tirer de la valeur pour tous nos métiers de la distribution, et aussi pour produire des données, des informations, des analyses pour nos clients. Voilà, on a des travaux aussi sur tout ce qui est réglementaire, parce qu'avec l'ouverture des marchés, on doit mesurer ce que chaque fournisseur d'électricité consomme pour simplifier à son périmètre. Et donc tout ça, ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas parce qu'on ne mesure pas au pas demi-horaire et donc on doit faire des estimations de ce que consomme chaque fournisseur. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a acquis pas mal d'expérience en data science à la base. Voilà, je ne vais pas forcément avoir le temps d'en parler beaucoup, mais donc la data et l'IA, historiquement, c'était beaucoup sur ce que j'ai dit sur les marchés, mais après on s'est développé sur l'ensemble de nos métiers. Donc la transition écologique, faire des services donc pour donner de l'information aux clients sur la consommation, la production, essayer de prévoir aussi ce qui va être produit ou ce qui va être consommé pour mieux adapter notre réseau à la demande et à la production.
On a évidemment tout ce qui est maintenance prédictive, essayer de détecter les défaillances avant qu'elles arrivent grâce à de l'IA pour pouvoir changer les câbles avant que ça saute, du coup pour éviter que les gens soient coupés. Voilà. Et de plus en plus, on a du travail pour accompagner les collectivités, donc que ce soit sur les éclairages publics, où on va détecter quand une ampoule est cassée en regardant la consommation des Linky, ou en faisant des tableaux de bord énergétiques pour donner des infos aux différentes collectivités locales et même aux bailleurs sociaux, par exemple, dans certains cas. Là, on va arriver plus précisément à notre sujet aujourd'hui. C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup à Enedis. C'est ce qu'on appelle les pertes électriques. Alors, c'est quoi les pertes? Les pertes, c'est la différence entre tout ce qui est injecté sur le réseau et après ce qui est réellement consommé par les clients. Ça peut être dû soit à des phénomènes techniques, donc électriques. En gros, l'électricité, elle passe dans les câbles, il y a de la déperdition, de l'effet Joule. Dans les transformateurs, il y a aussi des déperditions, etc. Ou alors ça peut être des pertes non techniques, ça c'est des problèmes de facturation, ça va être des erreurs dans nos SI, ça va être différentes choses qui font que l'électricité est consommée sans avoir été payée. Le souci, c'est que du coup ça fait 25 TWh par an, soit 6% de la consommation électrique française, donc c'est énorme. Et vu les prix de l'électricité en ce moment, si on convertit en argent, ça fait 3 milliards. Donc là le sujet, c'est un enjeu à 3 milliards pour Enedis. Et du coup, en fait, c'est Enedis qui paye la facture pour les pertes. Donc du coup, c'est nous qui prenons ça en charge et après, c'est répercuté sur la facture des clients, in fine. Donc voilà, on essaye au maximum, évidemment, de les réduire parce que quand on a une facture de 3 milliards, même si on gagne 1% dessus, ça fait 30 millions. On ne dit pas non, quoi. Et aussi en termes écologiques, du coup, une énergie qui n'est pas consommée, c'est de la perte, c'est du carbone, du CO2 pour rien. Donc voilà, pour alléger aussi notre bilan carbone, on aimerait réduire nos pertes. Du coup, avant de les réduire, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de les mesurer et à des mailles locales. En fait, en France, il y a 2300 postes sources. C'est le point de jonction avec RTE, c'est là où ils nous envoient l'électricité. Et localement, il y a différentes équipes qui s'occupent de monitorer la distribution, de manager la distribution localement. Et donc, notre idée, c'est d'aller faire des bilans à chacun de ces 2300 postes sources, donc chacune des 2300 zones, pour mesurer les pertes à chaque endroit. Et l'idée, c'est de regarder, en gros, on va voir dans le challenge, quelle est, selon le modèle, la prédiction de perte. Et là où il y en a trop, se dire, tiens, il y a peut-être un souci, il faudrait optimiser des choses. Il faudrait optimiser le matériel, il faudrait optimiser la conduite et la façon dont les gens sont approvisionnés, pour essayer de réduire ces pertes, pour gagner de l'argent et du CO2. Une petite difficulté qu'on a en plus en tant que data scientist, mais ce n'est pas l'objet du challenge, c'est qu'en fait on ne peut pas mesurer une perte, parce que par définition ça ne se voit pas. Donc on fait des estimations en estimant ce qui est injecté et en estimant ce qui est consommé, en faisant la différence. Et quand je dis qu'on estime les consos et les productions, c'est parce qu'on ne mesure pas au pas demi-horaire toutes les consos de tout le monde. On a au mieux du pas jour pour beaucoup de clients. Donc, il y a besoin de modèles statistiques, etc. Ce projet-là, en fait, c'est beaucoup de data science, beaucoup de données derrière, pour, in fine, avoir ce qu'on va voir dans ce challenge, c'est-à-dire les valeurs pour chacune des 2300 zones des pertes. Et après, des variables explicatives qui disent un peu, qui sont corrélées avec les pertes. Donc voilà, on a nos pertes, ça c'est la variable qu'on veut expliquer, et on a tous les déterminants des pertes. Et l'idée, c'est de trouver un bon modèle pour prédire les pertes pour chacun. Et justement, cette baseline, ça va servir après à voir qui a trop de pertes pour aller intervenir localement, piloter le réseau et essayer d'améliorer les choses. Après, je ne suis pas très très forte en physique, donc heureusement mes collègues ne sont pas là pour se rendre compte que je dis des grosses bêtises. Mais en gros, ce qui fait des pertes, ça va être le chemin de l'électricité, plus il est long, plus ça va faire de pertes. Donc si le client il est en grosse tension, en HTA, ça va faire moins de pertes que s'il est en basse tension. Du coup, l'électricité doit être transformée, doit passer dans plus de câbles. Selon qu'on est rural ou urbain, le rural, l'électricité va faire plus de chemin, donc plus de pertes. Après, il y a aussi le type de consommateur, parce que si c'est une conso toute plate, ça va faire moins de pertes qu'une conso avec des gros pics, par exemple le soir, par exemple s'il y a des résidentiels, parce qu'il y a certains effets physiques qui sont quadratiques. Donc voilà, il y a tout plein de phénomènes physiques qui se passent en fonction des caractéristiques de chacun des 2300 réseaux
ça a des impacts sur les pertes. La production aussi. Si c'est un gros champ d'éoliennes, ça va peut-être faire moins de pertes que si c'est des petits panneaux solaires. Et ça dépend s'il y a des clients consommateurs à côté des panneaux solaires, etc. etc. C'est extrêmement complexe de dire physiquement quelles vont être les pertes d'une zone. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire de la data science, on prend juste basiquement les données, les variables, on essaye de caler un modèle de prédiction là-dessus, et ça nous semble plus simple que d'essayer d'aller faire de la physique sur un phénomène qui est très compliqué. Donc plus de précision sur les données. Vous allez, alors là, les jolis graphiques, c'est le genre de bilan qu'on fait. Ça, je crois que c'est au pas jour, avec en haut les différentes strates de consommation, en bas l'allure des pertes. Donc on voit qu'en hiver, il fait plus froid, il y a plus de consommation, donc il y a plus de pertes, pour simplifier à l'extrême. Pour s'intéresser purement aux données, du coup, on va vous donner des données, donc pour chacun des 2300 postes sources, on va vous donner des données au pas mensuel pendant 2 ans. Donc ça doit faire peut-être 50 000 lignes à peu près. Voilà, et accompagné des variables explicatives qu'on va détailler un peu après. Et oui, on va séparer, du coup, l'objectif c'est de la prédiction, on ne prédit pas le futur. On prédit le volume de pertes, sachant les caractéristiques pour ce mois-ci du poste. On ne prédit pas le futur, on prédit le passé, c'est plus simple, voilà. Donc on a séparé en un train avec 1500 postes et le reste est dans le test. Bon, je ne vais pas faire le détail de toutes les variables. Comme j'ai dit, c'est tout ce qu'on a pu trouver comme informations qui peuvent expliquer les pertes. Donc des informations sur la nature des consommations et des productions. Donc est-ce que c'est plutôt le jour, plutôt la nuit? Parce que du coup, il va y avoir des phénomènes de pointe et donc plus de pertes, etc. Voilà, les productions, 1 kWh injecté en production, ça ne fait pas autant de pertes qu'un kWh injecté en consommation, typiquement. Selon que c'est de la HTA ou de la BT, donc plutôt moyenne tension ou basse tension, ça ne va pas faire le même chemin électrique, donc pas le même type de perte. Après, le type de territoire, c'est plus indirect. On a des zones en France. On a mis un ID DR, donc direction régionale. Ça, c'est pour anonymiser un petit peu les données. Mais globalement, selon la zone, ça ne va pas être le même climat, ça ne va pas être les mêmes caractéristiques. Ça va jouer, on le sait. Si c'est rural, urbain, si c'est une zone d'activité, forcément, ça ne va pas avoir le même profil de consommation, pas les mêmes pertes. Si c'est des maisons, des appartements, par exemple, ça va jouer aussi. La température, effectivement, c'est probable que s'il fait plus froid, plus de conso, plus de pertes. Enfin, voilà. Et après, ça, le dernier truc, c'est des choses très techniques, ingénieurs, électrotechniques. Donc, selon que le réseau il est aérien, souterrain, c'est pas les mêmes câbles, donc pas les mêmes pertes. Les transformateurs aussi, ça joue. Et voilà, les types de réseaux HTA. Bon, ça, c'est très, très technique, mais vous pouvez balancer ça dans un modèle, ça peut très bien marcher sans forcément tout comprendre. Et donc, donc l'objectif du challenge, c'est d'avoir le modèle le plus précis possible. Pour ça, on va regarder sur le test, ça va juste être un RMSE entre les vraies pertes que nous, on connaît, et vos estimations. Donc, celui qui prédit le plus précisément les pertes a gagné, tout simplement. Voilà, je crois que c'est tout. On prend les questions ou est-ce que vous avez des questions? Oui. J'ai pas entendu. On fait ce qu'on peut. C'est pas les vraies valeurs des pertes, mais du coup, c'est le résultat d'une estimation. On a quand même des données de mesure. Et après, en fait, on a des panels pour... en fait, il y a des gens pour lesquels on mesure au pas demi-horaire leur consommation, leur production. Les autres gens, on a plutôt au pas jour avec les Linky. Et donc, en gros, on fait des estimations avec des techniques de sondage pour avoir une forme type qu'on multiplie par les volumes. Ça nous donne ce qui est consommé. Pareil pour les producteurs. Et sachant que les plus gros clients, on a les vraies courbes, donc ça va. Et du coup, on fait somme des injections, donc avec aussi ce que met RTE, moins somme des consommations, ça fait une estimation des pertes. Alors, le souci, c'est que ce n'est pas comme en prévision où on prédit le futur, en fait, ça ne se réalise jamais, donc on produit des estimations, on ne sait pas dire si elles sont vraies. C'est pour ça que tout à l'heure, je montrais des graphiques, parce qu'on montre ça à nos métiers et aux gens en local, qui ont des idées de à quoi doivent ressembler des pertes, et du coup, on leur montre, et notre critère, c'est « Ah oui, ça a l'air crédible » ou « Ah bah non, ça n'a pas l'air crédible ». Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Merci beaucoup. On va pouvoir passer au deuxième challenge présenté par QRT. Donc c'est Wissem Braham qui va venir nous présenter le challenge qui parle de foot. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de nous recevoir aujourd'hui au Collège de France. Je m'appelle Wissem Braham, je suis chercheur quantitatif chez QRT et je vais vous présenter notre Data Challenge 2024. Donc, juste pour commencer, un petit mot sur qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, Cube Research & Technologies est un fonds d'investissement quantitatif. Concrètement, notre mission est de construire les stratégies de trading les plus performantes possibles, tout en étant décorrélées du marché. Donc, pour faire ça, nous avons une approche qui est dite data-driven. Donc, nous utilisons une approche surtout scientifique, nous construisons des expériences et il y avait besoin de beaucoup de recul et de rigueur sur les modèles que nous construisons puisque la finance est un domaine où le rapport signature-bruit est très faible. Nous avons des bureaux partout en Europe et en Asie et nous investissons dans tout type de classes d'assets, donc marché actions habituel, mais aussi commodities, donc énergie, futures, crypto, options, etc. Nous travaillons de manière collaborative, une chose qui est importante dans l'industrie, et nous avons beaucoup de personnes qui viennent d'un background académique, donc des PhD, des professeurs. Ces personnes-là travaillent en synergie avec des personnes qui ont un background en finance, et c'est cette synergie qui permet à QRT d'être l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Passons maintenant au challenge. Alors, juste un peu de contexte. Donc cette année, il y a les JO qui se font à Paris. Donc l'ENS nous a gentiment rappelé ça, et on s'est dit que ce serait quand même sympa d'avoir un data challenge de sport. Donc, Sports Analytics, c'est une expression qui permet de parler de l'analyse de métriques sportives. Donc, pour n'importe quel sport, l'idée, c'est de regarder toutes statistiques qui permettent de décrire soit des équipes, soit des joueurs, soit des compétitions. Donc ici, vous pouvez voir un exemple avec la Champions League de cette année. On peut voir nombre de buts marqués, possessions, etc. Ces métriques-là, ce sont des métriques qui sont utilisées partout. Elles sont présentes à la fois dans toutes les rediffusions, mais aussi elles sont utilisées par les joueurs, les équipes, les coachs, les recruteurs ou les parieurs professionnels. En fait, elles sont utilisées pour prendre les décisions les plus informées possibles, donc les plus précises possibles, en utilisant toutes les informations qui sont disponibles à un instant donné. Et ces décisions, elles peuvent être de différents types. Ça peut être déployer le meilleur 11 de départ possible, donc trouver les joueurs qui vont le mieux synergiser ensemble pour gagner un match. Ça peut être trouver le nouveau joueur qui est jeune, qui sort d'un centre de formation et qui va dominer le sport pendant les 15 prochaines années. Ou ça peut être prédire le résultat d'un match ou d'une compétition. Donc on peut voir un exemple ici à gauche d'un site de paris sportif avec des cotations. Et ces cotations, en fait, elles évoluent avant un match en fonction d'événements, mais aussi pendant un match en fonction de tout ce qui peut se passer. Et c'est sur ce dernier axe que notre challenge se pose. Donc notre challenge consiste à, pour un match de football donné, prédire dans quelle classe on va se retrouver si l'équipe à domicile gagne, s'il y a match nul, ou si c'est l'équipe à l'extérieur qui gagne. Donc, pour faire ça, on a fait appel à un data provider qui s'appelle SportsMonk. Donc, on a utilisé des données qui sont réelles. Donc, on a plus d'une trentaine de ligues, plus de 700 équipes, ce qui fait un total, pour 6 ans d'historique, d'environ 38 000 matchs. Donc il y a des ligues qui sont très connues, comme la Ligue 1 ou la Première Ligue, et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connues, qu'on en a mis certaines dans le train et on en a caché certaines dans le test, justement. Alors, là où tout se joue, donc les features. Les features ont un format assez particulier. Donc il y a les features pour les équipes et les features pour les joueurs. Donc pour les équipes, vous pouvez voir juste quelques exemples, on ne les a pas toutes mises, mais le nombre de buts marqués, la proportion de possession, le nombre de passes réussies. Et pour les joueurs, nous avons une granularité un peu plus fine. Donc on a même des métriques qui vont être le nombre de duels réussis, le nombre d'occasions créées, le nombre de défenses réussies, pour un goal, le nombre d'arrêts et de sauvetages qui ont été clés pendant un match. Donc ces statistiques-là ont été agrégées par somme, moyenne et standard deviation sur les 5 matchs précédant le match à prédire et sur toute la début de saison précédant le match à prédire. Une
Une chose qui est importante, c'est que ces variables ont été standardisées, puisque c'est des données historiques, il est un peu facile de retrouver les matchs qui correspondent. Donc on a fait un petit travail quand même pour standardiser et anonymiser ces données. Donc dans le train set, vous aurez quand même le nom des joueurs, des équipes et des ligues. Dans le test set, ce sont des données qu'on a enlevées. Et pour ce qui est des variables, les distributions pour les équipes varient entre 0 et 10, et pour les joueurs entre 0 et 100. C'est un détail, mais il faut quand même avoir cette information. Alors, la target et les métriques. Donc la target, on a dit que c'était une classification multilabel, donc on a les 3 classes, Home Wins, Draw ou Away Wins. On a ajouté une autre target qui est la différence de but entre l'équipe à domicile et l'équipe à l'extérieur. On s'est dit que ça pourrait peut-être améliorer un modèle qui est déjà bon. Et pour la métrique, on a choisi tout simplement l'accuracy, donc le nombre de prédictions correctes sur le nombre total de prédictions. Alors, pour les benchmarks, donc, si vous faites un random classifier, vous aurez environ 33%. On a remarqué un biais qui était assez intéressant, qui était quand même que l'équipe à domicile avait quand même souvent tendance à gagner. 44% du temps, en fait, si vous mettez juste un 1 sur l'équipe à domicile, bah, vous aurez bon. Et on a construit un autre modèle, donc un Boosted Decision Tree, qui est fité uniquement avec les données des équipes, et dont la target, c'est uniquement la classe l'équipe à l'extérieur gagne. Et ce modèle arrive à battre ce biais benchmark initial de 44%. Alors, on donne ce modèle dans un notebook, et je vous invite à regarder ce notebook parce qu'il vous montre aussi comment les données sont utilisées, comment on fait pour lire les données, les agréger, construire un modèle et envoyer une prédiction. Donc voilà, vous avez tout, vous avez toutes les features, il y a plusieurs targets, il y a énormément de types de modèles qui sont possibles à créer, donc à vous de jouer. Merci beaucoup et bon courage. Est-ce que vous avez des questions ? Pardon ? Alors oui, on n'a pas de desk de sports betting pour l'instant, mais ça pourrait peut-être changer à la fin de ce challenge avec vos résultats. Merci. On va donc pouvoir passer à la présentation du troisième challenge de la journée, un nouveau challenge qui traite des images. Et c'est Anna Escobar et Anne-Maëlle Barnèche qui vont venir nous le présenter. Ok. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, Anna et moi, nous travaillons pour SLB et aujourd'hui, on voulait vous présenter le challenge Coroseg. Je vais avancer. Tout d'abord, je voulais vous présenter un petit peu notre entreprise et ce qu'on fait ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est une entreprise de technologie, c'est-à-dire qu'on construit des outils qui vont permettre de capter de la mesure dans le sous-sol. Donc, on est spécialisé en géosciences et spécialisé en mesure de données. Donc, la donnée, c'est un peu notre ADN, c'est ce qu'on produit, c'est ce qu'on vend aux clients, et c'est ce qu'on est capable de capter à la fois dans le sous-sol, mais aussi dans l'ensemble des processus de l'entreprise. Donc, pour vous montrer... pour vous... Je voulais vous... Oui, mais je sais. Ok, bon, juste pour expliquer un peu comment ça marche dans SLB, à Paris, il y a un laboratoire d'intelligence artificielle de SLB où on travaille avec des professionnels qui ont les PhD, master, et aussi on a des étudiants qui font les PhD dans l'entreprise. Et chaque année, on essaye d'embaucher 6 stagiaires pour faire des projets sur notre donnée, que c'est à peu près des outils, des données utiles, des signaux qu'on peut acquérir à travers les forages de puits. Et là, dans le cadre de ce challenge, on voulait se baser principalement sur l'intégrité du puits.
Donc il faut savoir qu'un puits, c'est formé de plusieurs choses. Tout d'abord des tuyaux en métal qu'on met dans le sous-sol et du ciment qui vient garder le tuyau en place. Et un des points qui est extrêmement important pour les personnes qui produisent dans les puits ou qui gardent les puits, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir opérer le puits en sécurité. Et pourquoi c'est aussi important? Parce que si jamais on a de la corrosion, si on a des déformations au niveau du puits, on peut avoir des catastrophes naturelles à cause de ces puits-là. Notamment, on peut avoir de la contamination des nappes phréatiques, même si c'est réglementé, on ne fore pas au niveau d'une nappe phréatique. Si jamais il y a de la corrosion, il peut y avoir de la contamination, même sur des nappes phréatiques assez lointaines. Il peut y avoir aussi des fuites de gaz, c'est-à-dire que le gaz va s'échapper, va s'agglomérer en poche et à la moindre petite étincelle va exploser. Et une fois que ça explose, c'est extrêmement difficile de pouvoir gérer le problème. Donc on aimerait pouvoir éviter le plus possible d'avoir toutes ces conséquences dramatiques lorsqu'on a des corrosions. Donc le but, c'est de ne pas arriver à ce que le tube en métal craque, comme vous pouvez le voir ici, et de n'avoir aucune craquure. Donc pour ça, on regarde à la fois la corrosion, l'épaisseur du tuyau, et aussi si on a des déformations ou pas. Par contre, il faut savoir que dans un puits il va faire plusieurs centaines de mètres de long, plusieurs kilomètres parfois, et c'est dans le sous-sol. C'est-à-dire qu'il y a des pressions, il y a des températures énormes. Donc on est un petit peu aveugle à ce qui se passe dans ce puits-là. Et pour ça, l'entreprise, elle va créer des outils, comme celui que Anna va vous présenter, qui vont permettre d'acquérir des mesures de façon lointaine. Oui, du coup, comment est-ce qu'on peut mesurer cette corrosion? On a des outils ultrasoniques. Du coup, l'idée, c'est qu'on a des tubes et après, on a des casings. On envoie des signes ultrasoniques et c'est les senseurs, les transducteurs qui obtiennent ces réponses des signaux qu'on envoie à travers du puits. Et on obtient des images, des transit time image, acoustic image, et casing thickness image. Donc, the casing thickness image, c'est l'image qui va mesurer les thickness entre les radius inter. Je pense que c'est plus simple. Oui. Du coup, là, cette image va mesurer les radius inter et les radius exter pour voir s'il y a une corrosion ou pas dans l'outil, dans le casing. Et du coup, l'objectif, c'est automatiser l'identification des défauts qu'on a dans les pipes, aussi réduire les détections que maintenant on fait manuellement, donc on essaie de faire automatiquement. Et dans les images, les détections des défauts sont un peu objectives. Ça dépend de le géologiste qui dit oui, ça c'est un défaut, et un autre peut dire pas. Du coup, avec le modèle, on réduit cette subjectivité pour détecter les défauts. Donc là, c'est des exemples. Et dans la première image, c'est comment on regarde dans les ordinateurs. Après, on a les enhanced images. Et la dernière, c'est comment se voit dans les réalités. Donc la façon dont on en a formulé cette tâche, c'était une tâche de segmentation binaire. Je vais avancer. C'est-à-dire assez simple, on cherche pour chaque pixel à obtenir une classification. Est-ce qu'il y a une corrosion ou est-ce qu'il n'y a pas de corrosion? Et donc le label qu'on vous propose, c'est un label binaire de la même taille que l'image. Il faut savoir qu'avec les données qu'on a, avec ce type d'image-là, on a quelques contraintes et quelques spécificités qu'il faut prendre en compte dans votre réflexion. La première, c'est comme je l'ai dit, chaque puits fait plusieurs centaines, voire kilomètres de long. Donc on a des images qui sont extrêmement longues, qui vont faire plus de 10 000 lignes, voire plus de 100 000 lignes pour certaines. Et on cherche aussi à avoir cette continuité, à la fois une continuité qui est verticale, mais aussi une continuité qui est azimutale. Vous avez vu tout à l'heure, l'image est un cylindre. Donc sur les images, la première colonne en fait, est à côté de la dernière colonne. Donc ça, c'est un point qui est à garder. Pour vous faciliter la tâche pendant le challenge, on a déjà découpé l'ensemble de ces images en petits patchs de 36 par 36 pour faciliter le processing et l'entraînement de vos modèles. Donc on va uniquement vous demander de faire
la segmentation binaire pour chacun des patchs. On ne va pas venir regarder ce côté de continuité particulièrement. Un autre point qui est important, c'est qu'on a un déséquilibre entre la corrosion et tout ce qui n'est pas corrosion. Encore heureux qu'on n'ait pas énormément de corrosion, mais du coup, il y a un déséquilibre assez fort entre le nombre de pixels qui sont foreground et le nombre de pixels qui sont background. Et enfin, et ça c'est vraiment spécifique à nos données, c'est qu'on a peu de puits, c'est-à-dire qu'on a peu de très très longues images. Donc in fine, vous avez beaucoup de petites images de 36 par 36, vous en avez autour de 50 000 si je ne me trompe pas, mais en termes de nombre de puits, il y en a uniquement une vingtaine. Et chaque puits possède une distribution qui lui est propre. Donc il y aura une différence de distribution entre chaque puits qui amène un déséquilibre en plus. Et on se retrouve un petit peu dans presque un cas de few-shot learning parce qu'on a très peu de distribution pour les puits. Donc pour le challenge, on voulait utiliser une métrique qui était assez classique pour de la segmentation, qui est la métrique de Dice ou l'IOU. Et pour les benchmarks, je vais laisser Anna présenter. Et on a juste testé un convolutional neural network très simple avec 5 couches. Et il n'y a pas de pooling, de max pooling, average pooling, rien du tout. Et on a fait un batch size de 128, un learning rate, comme vous pouvez regarder. On utilisait un dice loss pour faire les optimisations de les neural network. Et dans les optimisations, on utilisait un Adam. Après, c'est convolutional, ReLU et sigmoid à la fin pour obtenir les future maps des images. Mais avec ça, on obtient du coup un score de 0,5 qui sera du coup le score à battre pour le challenge. Voilà. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, ouais, du coup on va... Et donc du coup, on va pouvoir passer à la présentation du dernier challenge de la matinée. Donc c'est Mouhidine Save qui va venir nous présenter le projet de HRFlow. Il va pouvoir juste commencer à présenter l'entreprise le temps que je charge les bonnes slides. Donc voilà, dernier projet. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mouhidine et je suis le fondateur de HRFlow.ai. Donc j'ai été il y a quelques années au MVA, donc promo 2014-2015, ça ne me rajeunit pas du tout. Et j'ai eu la chance en fait, de créer en fait, HRFlow.ai à l'époque, en parallèle du master. Donc j'avais exploité tous les cours pour créer, en fait, en tout cas démarrer les différents modules d'IA qu'on a lancés plus tard. Donc je suis très content de revenir aujourd'hui ici, présenter un challenge pour HRFlow. Donc chez HRFlow, qu'est-ce qu'on fait exactement? Notre objectif, en fait, c'est de résoudre quelque part les problématiques liées à l'emploi avec de l'intelligence artificielle. Et pour cela, en fait, on a choisi un positionnement qui est très particulier, c'est d'être une API pour être capable, en fait, de travailler avec l'ensemble des acteurs, en fait, de l'emploi, que ce soit des sociétés de recrutement, que ce soit des job boards, donc des sites d'emploi, que ce soit des plateformes qui permettent de gérer des candidatures, donc tous les acteurs en fait qu'on peut avoir dans l'emploi. Donc moi j'ai démarré en fait en 2016 en fait, du coup juste après le master, 2015 après le master, et puis j'ai été rejoint par notre CTO en fait Thomas, qui lui a eu plutôt un parcours en mathématiques financières, donc pas directement en IA, avant de lâcher le monde de la finance pour le monde de la RH. Et donc on a créé vraiment HRFlow en fait, à l'intersection d'une problématique qui nous tenait à cœur, donc comment résoudre des problèmes de l'emploi grâce à de l'IA et de l'expertise en fait, en data. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on traite à peu près une centaine de millions de profils dans le monde entier, dont 20 millions en France. Donc quasiment les 2/3 de la population en fait, active en France. Et on n'est pas une très grosse équipe, donc l'équipe reste à taille humaine, on est 35 personnes dans la société.
dont 30 en fait, ingénieurs. Et donc on est basé à Paris et à Boston. Donc ça c'est une idée des différentes sociétés avec lesquelles on travaille. Donc on travaille sur tous les types de secteurs, tout type de métiers, à la fois des métiers qui sont très qualifiés, des métiers qui sont peu qualifiés. Donc par rapport au produit, en fait, comment notre produit il est structuré. Donc la pyramide que vous voyez, en fait, c'est une structure qui est très très classique de toutes les boîtes qui proposent des API, en tout cas des API basées sur de l'IA ou du deep learning. Donc en haut de la pyramide, c'est comme ça qu'on a démarré. On a commencé avec les modules d'IA. Aujourd'hui, chez Charflow, on en a 8 différents. Donc on a le parsing, par exemple, qui sont des modèles qui vont être spécialisés dans la compréhension des documents, typiquement tout ce qui est CV, tout ce qui est lettre de motivation, donc tout document qui est en rapport avec un parcours professionnel. Donc je ne sais pas si, par exemple, vous avez certainement eu l'expérience d'aller sur un site internet, de glisser, déposer votre CV, et ensuite le site internet, je ne sais pas, par exemple, le décortique. Quand ça marche, c'est nous, quand ça ne marche pas, c'est pas nous. Et donc ça veut dire que c'est un concurrent. Et donc ça, c'est la première étape, c'est structurer les documents. Donc là, on fait appel à des technologies qui sont multimodales. On a du tagging, c'est de l'enrichissement, parce que les documents RH ne sont pas toujours très très complets, donc il faut les compléter. Donc on a des briques de recherche neuronale, un moteur de scoring. Donc c'est quelque chose sur lequel l'entreprise se distingue, et c'est sur ce côté-là que le challenge aura lieu. Et puis on a d'autres briques supplémentaires comme de l'upskilling, c'est de l'interprétabilité du scoring. Donc en général, quand on recommande une offre à un candidat, il faut lui expliquer pourquoi cette offre lui convient ou ne lui convient pas, ou quels sont les axes d'amélioration qu'il peut avoir. Donc l'explicabilité, c'est extrêmement important quand il s'agit de problématiques liées à l'emploi. Donc tous nos modules d'IA sont accessibles en fait, par API, donc pour des développeurs. On a aussi des briques, c'est plutôt des briques logicielles qu'on appelle workflow, donc c'est très classique dans le monde des API AI, qui permettent de combiner nos modules d'IA selon la manière avec laquelle souhaite le client. Donc ils peuvent parser et scorer, parser et enrichir en fonction de ce qu'ils souhaitent. On a aussi des connecteurs. Donc l'API n'est pas le seul moyen de nous fournir la data. On peut se connecter à des logiciels ou des warehouses existants. Et puis on a aussi ce qu'on appelle des expériences utilisateurs no-code, donc qui sont des sortes de combinaisons de nos API pour répondre à une problématique bien particulière. Donc les briques les plus importantes au fait, qu'on propose à nos clients sont celles-ci. Donc c'est les 5 briques: parsing, tagging, searching, scoring, upskilling. La brique sur laquelle aura lieu le challenge, c'est la brique de scoring. Sur le scoring, on a 2 cas d'usage très très classiques en général. Donc un premier cas d'usage, ça va être du côté candidat. Donc je suis candidat, j'ai mon profil, j'ai un site d'emploi sur lequel il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi. J'ai pas envie d'utiliser que de la recherche. Et donc comment le système peut me recommander des offres pertinentes, un peu comme à la Netflix de l'emploi. Donc ça, c'est un cas d'usage en fait, du scoring. Le deuxième cas d'usage, c'est plutôt l'inverse. C'est je suis recruteur, j'ai une grande base de données de plusieurs millions de profils. Comment j'arrive à identifier le profil pertinent? Donc ça, c'est un autre cas d'usage côté recruteur. Et donc la manière avec laquelle en fait, on fait le scoring chez Charflow, donc historiquement, la plupart des acteurs qui existaient sur le marché, c'était des acteurs qui faisaient soit de la sémantique, soit en fait une sorte de rapprochement de mots-clés. Donc ça marche pas très très bien, parce qu'en général, les recruteurs et les candidats ne s'expriment pas forcément de la même manière. Si je dis que j'ai Python sur mon profil, ça ne dit pas à quel point je suis bon ou pas, par exemple, en Python. Et donc la manière avec laquelle nous, on a imaginé cette problématique au fait, du scoring, on l'a imaginé comme étant une sorte de problématique de prédiction de la trajectoire. Donc par exemple, si je me positionne en fait, d'un point de vue recruteur, lorsqu'un candidat il va postuler sur mon offre d'emploi, donc le candidat va rentrer quelque part dans mon process. Et la manière avec laquelle nous, on visualise le process, c'est un peu comme une ligne de métro. Donc le candidat, il monte à la première étape, donc qui est l'étape inbox, par exemple. C'est une étape par défaut sur laquelle se retrouvent au fait, tous les candidats.
Et au fur et à mesure, en fait, l'objectif, c'est que le candidat, en fait, il arrive à l'étape finale. Donc l'étape finale, c'est recruter ou quand le candidat, il a une proposition. Et puis le candidat, il peut sortir en fait du train. Il peut descendre en fait à n'importe quel quai. Et donc s'il descend en plein milieu de chemin, en général, ça veut dire que c'est un rejet. Et donc c'est comme ça qu'on a modélisé la problématique quelque part du scoring. C'est en fait une prédiction de la probabilité d'arriver en fait finalement au terminus du train. Et donc on peut voir cette problématique de cette manière du côté du recruteur. Mais on peut aussi faire le parallèle, c'est la même problématique en général côté candidat. En général, un candidat, lorsqu'il arrive sur un site internet, il a un processus de navigation. Il va chercher de l'information, il va cliquer sur certaines offres. Il y a certaines offres sur lesquelles il va bounce, donc il va quitter. Donc on peut aussi avoir en fait une sorte de modélisation de la trajectoire aussi côté candidat. Donc c'est assez parallèle, mais avec des statuts qui vont être différents et de la donnée qui va être en fait différente. Donc par rapport à la problématique du challenge, en fait, elle est assez simple. L'objectif, en fait, pour nous, en tout cas, l'enjeu qu'on a côté R&D chez Chartflow, c'est toujours continuer à proposer le maximum en fait de précision avec le moins de data possible en fait par client. Et donc là, par rapport à la problématique qu'on propose, en fait, c'est une problématique de prédiction de trajectoire, soit d'entretien, soit professionnel, avec 36 000 points de données. Les points de données qu'on a, ça va être en fait des embeddings et des trajectoires en fait simplifiées. Donc c'est les trajectoires qu'on a proposées, c'est des trajectoires en 4 étapes. Donc c'est pas des trajectoires assez profondes. Voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sinon, c'était tout. En fait, par rapport à la métrique d'évaluation, en fait, ça sera la précision par rapport à la trajectoire professionnelle. Donc là, par exemple, je vais revenir sur cette étape. En fait, chaque candidat va avoir en fait une trajectoire. Donc, par exemple, là, par exemple, je peux entrer par cette étape et ressortir là. Donc, ça peut être cette trajectoire ou celle-ci ou je peux continuer et m'arrêter là, donc il peut y avoir plusieurs trajectoires. Donc en général, c'est une accuracy par rapport à la trajectoire qui... Exactement. L'objectif, c'est de prédire la trajectoire. En fait, c'est une donnée qui est séquentielle. Donc en général, chaque trajectoire, c'est une... En fait, c'est comme ça se modélise par un arbre. Et ensuite, l'objectif, c'est de prédire en fait finalement la trajectoire dans l'arbre directement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, je sais quoi la question. Oui. Non. Là, en fait, la trajectoire qui est prédite, c'est par rapport à une offre d'emploi. Donc, en général, lorsque vous postulez, vous allez avoir une trajectoire par rapport à une offre, en général, qui va être différente d'une trajectoire sur une autre offre d'emploi. Vous pouvez peut-être avoir une trajectoire accepté sur une offre de data scientist, mais refusé sur une offre en fait, de software. Peut-être que sur l'offre de software, vous serez, je ne sais pas, peu recalé plus tôt ou pas. Et par rapport à un point que j'ai peut-être, la question peut-être derrière la question, c'est que les modèles en fait, qu'on développe, ils sont spécifiques aux entreprises. En fait, on a un modèle généraliste chez Chartflow. Donc les algorithmes sont disponibles sur notre marketplace. Et ensuite, on va permettre en fait, aux entreprises de créer des copies de ces modèles-là. Donc, ils vont faire une sorte d'initialisation de leur poids à partir du modèle en fait, par défaut. Et en fonction de l'historique
quelque part en fait, de recrutement qu'ils vont avoir, on va faire un réentraînement de l'algorithme pour cette entreprise. Et lorsqu'on fait en fait un réentraînement, donc il y a un papier qui est rattaché normalement aux documents du challenge, on va faire attention à on a deux types de métriques. On a des métriques de performance, donc tout ce qui est accuracy, tout ce qui est AUC par exemple, donc toutes les métriques qui permettent d'évaluer la performance d'un modèle. Et on a ce qu'on appelle des métriques de safety. En fait. Et donc les métriques de safety, on va essayer de voir dans l'historique de l'entreprise, est-ce qu'il y a des biais par rapport au genre, est-ce qu'il y a des biais par rapport à l'âge, est-ce qu'il y a des biais qui étaient commis par les recruteurs, y compris par rapport à l'ethnicité. Par exemple en France, faire des statistiques sur de l'ethnicité, c'est interdit, mais quand même on demande au modèle de ne pas discriminer par rapport à l'ethnicité. Donc c'est des choses qu'on fait. Et en général, on essaie de prouver, avant de passer en production chez une entreprise, que les modèles sont non seulement capables de faire aussi bien que des recruteurs humains. Un recruteur humain, sa précision, elle est dans les 92% à peu près. Donc dès qu'on dépasse les 92%, c'est-à-dire qu'on est mieux qu'un recruteur humain. Et puis on va essayer de montrer qu'on est moins biaisé qu'un humain par rapport au genre, par rapport à l'ethnicité, par rapport à la localisation. Et aujourd'hui, par exemple, l'un des biais les plus forts en France, c'est aussi on ne fait pas attention, mais la localisation. Entre Parisiens, Marseillais, vice versa. Donc et l'objectif, c'est de réduire ces biais-là. Du coup, merci à tous. On va se retrouver la semaine prochaine pour la dernière partie, qui sera la partie cérémonie de récompense de la saison précédente. Donc on aura une table ronde et 2 présentations de candidats qui ont participé et qui ont gagné certains challenges de la saison précédente. Voilà, j'espère vous revoir la semaine prochaine. Et je vous déclore en remerciant à nouveau Enzo et Marine pour l'organisation du challenge, ainsi que tous les challenge providers, et donc en particulier les présentations aujourd'hui, en vous souhaitant un très bon challenge. Donc merci encore à Enzo, Marine et l'ensemble des bêta-testeurs qui ont fait un superbe travail.